Bon, on a un petit peu de retard au démarrage. Merci à tous et à toutes de votre présence pour ce rendez-vous prometteur avec Nathalie Saint-Cric. Je vais déjà passer la parole à David Valence qui va nous faire un petit mot d'accueil. Voilà. Merci, merci Claude. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ici à la salle François Chollet au musée Pierre-Noël pour accueillir donc Nathalie Saint-Cric qui nous fait l'amitié donc d'être là pour présenter son livre qui est, je dirais, concentré sur cette relation tardive et étonnante et atypique entre Georges Clemenceau et Marie-Marguerite Baldensperger. Une relation qui se noue entre une femme qui a besoin de reprendre accroche à la vie et un homme dont la vie publique s'écrit de plus en plus en pointillé. Et on est très heureux de voir ce livre sortir, de le voir écrit par Nathalie Saint-Cric, parce que ça nous réconcilie un peu avec Georges Clemenceau, ici à Saint-Dié-des-Vosges, la ville de Jules Ferry, évidemment une des rares villes de France qui ne porte aucun le nom de Clemenceau au frontispice ou dans aucune rue de la ville, qui nous réconcilie avec Clemenceau, qui serait venu ici d'ailleurs à quelques reprises, peut-être 2 fois, on en parlait ce matin, et qui serait venu pas très loin d'ailleurs de la maison de Jules Ferry à Saint-Dié, qui n'existe plus, comme vous le savez. Évidemment, c'est aussi l'occasion, je pense que Nathalie Saint-Cric le dira, de comprendre un peu mieux, d'approcher un responsable politique comme on n'en fait plus beaucoup, plein d'aspérité et d'une tendresse paradoxale. Elle en dira un mot tout à l'heure. Donc c'est un livre vraiment à la fois touchant, passionnant, assez atypique du point de vue du genre d'écrit. Et je vous le conseille, je pense que vous l'achèterez tous en sortant évidemment, mais je vous le conseille à toutes et à tous. En tout cas, je ne serai pas plus long parce que vous n'êtes pas venu écouter le maire aujourd'hui, en tout cas. Et je vous souhaite une très belle rencontre. Et encore une fois, merci Madame Saint-Cric d'être venue jusqu'à nous, jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges. Merci, Monsieur le maire. Alors, je voudrais associer quand même ce rendez-vous, la librairie Le Neuf et la ville de Saint-Dié, qui sont les 2 partenaires de cette manifestation. Je voudrais déjà remercier au départ Clemenceau et Marguerite, sans lesquels nous ne serions pas là. Et surtout remercier bien sûr Nathalie Saint-Cric, qui a su rendre vivant, le maire le disait, une histoire d'une vie, mais on va plonger un peu plus dans les détails lors de notre entretien. Qui va commencer ce rendez-vous par une lecture scénarisée par 2 comédiens que vous connaissez bien à Saint-Dié, Christian Magnani et Corinne Dory. Je les présente quand même rapidement, rassurez-vous. Christian Magnani, on l'a vu comme acteur mais ce n'est pas la seule référence, dans Zone Blanche, ça vous rappelle des choses, ça a été tourné dans les Hauts-de-Vosges, pas loin d'ici. C'est une série. Il est aussi metteur en scène et responsable artistique de la compagnie Les Crieurs de Nuit à Nancy. Et il passe avec aisance de la comédie à la tragédie. En tout cas, c'est un créateur passionné de spectacle. Corinne Dory a été professeure de lettres. Elle a créé des ateliers théâtre et anime l'atelier Lire et Dire, d'où sa présence aujourd'hui. Elle l'anime à Saint-Dié. Elle fait chaque année, dans le cadre du FIG, une lecture théâtralisée de la littérature du pays invité d'honneur. Donc, elle se définit elle-même comme une véritable passionnée des mots dits. Voilà. Eh bien, je leur laisse la parole, s'ils veulent bien. Je pense qu'ils sont préparés.
enflammée envoyée par ce vieux monsieur encore soutillant à une jeune femme mariée de 40 ans, sa cadette, que j'ai cru découvrir une romance aux détails méconnus. 5 ans d'une amitié amoureuse, si éclairante et révélatrice sur l'homme, son caractère et son tempérament. Cette dernière histoire d'amour avec Marguerite, lui qui en eut tant, se construit sur un pacte. Je vous aiderai à vivre. Vous m'aiderez à mourir. Ce serment, fait à cette jeune femme, n'est pas qu'une clause de style, une belle formule. Elle cache aussi le mystère de leur relation. C'est un Clémenceau intime qui se dévoile, à un octogénaire amoureux qui refuse de voir le temps passer. On y voit aussi les traits de caractère d'un véritable chef, d'un politique jusqu'à son dernier souffle, obsédé par la montée des périls dans l'entre-deux-guerres. Dreyfusard, abolitionniste, anticolonialiste, défendant le droit de vote des Noirs, dénonçant le massacre des Arméniens aux côtés de Jaurès, laïcard militant. Marguerite, femme mariée, avait imploré Clémenceau de brûler ses lettres. Il avait obtempéré. Sans doute considérait-elle que son honneur serait sauf à ce prix. Il m'a donc fallu reconstituer le versant féminin de l'histoire. J'ai choisi de le faire sous la forme d'un journal intime qu'elle aurait pu tenir. Dans ce récit, tout est vrai, même si j'ai dû imaginer le plus fidèlement possible leurs rencontres, leurs promenades, et tenter de reconstituer leur conversation. La famille de Marguerite m'y a grandement aidé. Nathalie Saint-Cric. Ce matin, Marie-Marguerite Baldensperger s'est levée tôt. En réalité, depuis quelque temps, elle ne dort plus vraiment. Pas question d'être approximative ou défaillante, encore moins implorée, malfagotée ou palote pour rencontrer Clémenceau. Sa robe est sobre, pas de bijoux. Elle porte le deuil. Le deuil de sa fille Annette, disparue le 6 mars 1922 et retrouvée noyée dans l'Isle, rivière proche de leur maison à Strasbourg. Annette s'est suicidée. Le motif de sa mort est passé sous silence. Un secret conservé pendant si longtemps. Non par honte bourgeoise, par peur du scandale ou du qu'en dira-t-on, en raison plutôt d'un sentiment de culpabilité infinie, par une forme de pudeur protestante aussi. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Le pacte, alors, prend tout son sens. Marguerite, née Bonzon, épouse Baldensperger, a fait un bon mariage. Avec Fernand, de 11 ans, son aîné. Noces à 21 ans, 4 enfants suivront. Lui, pourtant issu d'une famille d'industriels des Vosges travaillant dans le textile, optera pour l'université. Il acquiert vite une authentique renommée. Pionnier de la littérature comparée, c'est un érudit, comme l'on dit avec respect dans la famille. Professeur à Berlin, Heidelberg, la Sorbonne, Harvard, agrégé à 21 ans. Il n'est pas souvent là. Marguerite a connu le destin bien tracé d'une héritière de bonne famille, des banquiers suisses établis à Lyon, un père fondateur du Crédit Lyonnais. On a du bien dans sa famille. Sa dot servira d'ailleurs à acheter ce qui deviendra la propriété familiale à Saint-Dié. On lui disait alors qu'elle avait tout, ou presque, pour être heureuse. Une belle maison, des enfants, un mari, que demander de plus? Jeune, elle a été joyeuse, fantasque parfois. Au dire de ses enfants, elle était la fantaisie même. Ce matin-là, c'est seule qu'elle va se présenter devant le tribunal clémenciste. Elle en a tant rêvé. Marguerite a un avantage. Elle est belle, ou du moins croit l'avoir été. Elle n'en est plus très sûre. Ce sera peut-être un atout.
La réputation de galanterie de M. Clémenceau est bien connue jusque dans les Vosges. Elle répète 20 fois son petit compliment introductif. « Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous rencontrer, Alsacienne d'adoption. Je sais à quel point nous vous devons cette victoire et blablabla. Blablabla. » Elle est sincèrement impressionnée par l'animal politique et sa terrible réputation. Elle est anxieuse, mais Marguerite le sait. Ses origines bien nées lui ont donné tous les codes pour affronter le malin. Il est 10h35, nous sommes le 6 mars 1923. Elle lui a posté un mot bref quelques jours auparavant, justifiant sa demande de rendez-vous. Il a répondu qu'il recevait à domicile tous les matins, entre 9h et midi. La voilà. Elle est devenue, grâce à l'aide de son entourage, éditrice chez Plon. Elle veut lui demander d'écrire pour elle. Monsieur le Président va vous recevoir dans quelques minutes. Quel drôle d'homme. Il est plutôt petit, en vrai. Peut-être un peu moins que 1m70. Ses pommettes lui donnent une tête jaune de vieux barbare. Et d'ailleurs, il me raconte fièrement être le descendant d'une de ces hordes ayant envahi il y a des siècles la Vendée. Sa tête est petite aussi. Il porte un étrange bonnet. Son bureau est une sorte de musée, comme une salle d'archéologie. Nous avons des amis communs. Cela m'étonne, car pour avoir des amis communs, il me faudrait avoir des amis. Je n'en ai guère. Je poursuis gauchement, il me coupe. Et je vous avertis, madame, que mon temps est pris par des travaux dont je ne peux me laisser distraire. Nous sommes à peine à 2 mètres l'un de l'autre. Je balbutie, et pour conclure, m'excuse de l'avoir dérangé. Oui, vous m'avez dérangé, mais le plus agréablement du monde. Continuez, madame, à me déranger, autrement, je m'abrutirai de travail. Il me plaît. Il y a une finesse, une galanterie en lui qu'il s'acharne à vouloir masquer. Quand il me raccompagne, il s'extasie devant les tulipes que Monet lui a offertes la veille. Je renchéris. Bien sûr, elles sont magnifiques. Nous nous embrassons très naturellement. Je me sens légère. Je vais avoir mon livre, et mieux, l'occasion de le revoir. Il est 11h45. Clémenceau est guilleret car Marguerite est fort jolie. Il en oublierait presque la politique. Elle a une sorte de faiblesse, de tristesse qui lui plaît et l'attire. Une forme de gaieté aussi qui parfois ressurgit. Il essaiera de savoir d'où vient cette noirceur qui la ronge. Il se prend à rêver. Elle a de jolis yeux dorés, sa taille est fort bien prise, loin de ses silhouettes alourdies par le temps et les maternités. Il ne lui manque rien. Si distinguée, une allure de pastel. Elle ne ressemble pas à ces femmes que peigne Rubens sous Renoir et qu'il déteste. Il a retrouvé un vrai brin de ferveur. Après tout, il n'a que 82 ans et l'avenir devant lui. Georges et Marguerite s'écrivent plusieurs fois par jour quand ils ne peuvent se visiter physiquement. 668 lettres envoyées par le président à son bel oiseau, son écureuil volant ou sa déesse fricassée dans la neige des Vosges. Marguerite, elle, s'angoisse de ce qu'on peut raconter à Saint-Dié. 3 lettres reçues la même journée dans les Vosges. Mais que vont dire les gens ? Elle se souvient du flot de médisance quand on a retrouvé le corps d'Annette. Elle se veut aujourd'hui irréprochable aux yeux de tous. Et pour ne pas éveiller les soupçons, elle lui demande
parfois, d'adresser ses lettres chez un ami commun. Je ferai tout pour assurer la paix de votre vie. Quoi que vous décidiez, vous serez suivi. Il est le roi des chutes enflammées. Il a beaucoup séduit dans sa vie, écrit à bien des femmes, maîtrisé le madrigal. Il le sait et on joue. Il sait qu'elle ne peut qu'en frémir. Il la voit en rougir. Ce qu'il a compris depuis longtemps, en vieil amoureux patenté, c'est que personne ne parle plus ainsi à Madame Marguerite Baldensberger. En vérité, il pressent que même du temps de sa jeunesse et tout au long de sa vie, elle ne doit jamais avoir reçu de tels compliments, de si brûlantes déclarations. Ses lettres à elle sont toujours bien plus prudes. Il le lui fait parfois remarquer comme un peu déçu de ne pas être suffisamment adulé en retour. Il ne déteste rien autant que la tiédeur ou la demi-mesure. Il a la nostalgie des fureurs, de la fougue de ces jeunes maîtresses chanteuses ou comédiennes, mais aussi des audaces de ces femmes du monde qui, naguère, elles, n'avaient pas froid aux yeux. Ma raison d'être est d'enfanter des ouragans. Il a conscience d'être coléreux, infernal, intolérant, parfois à la limite du supportable. Il s'en moque, mais s'excuse dès le courrier suivant. Il veut être adoré et en avoir des preuves. On ne le changera pas à son âge. Marguerite est l'objet de sa flamme. Il l'a décidé, elle devra être à la hauteur. Avez-vous songé que vous avez à vivre plus d'années que je n'ai de semaines? Et pourtant, pendant plus de 6 années, ils vont s'écrire, S'épauler. s'agacer. Elles se retrouvaient tous les deux dans sa maison de Vendée, aux rue Franklin. Il se sentira refleurir, moi, vieux chardon desséché, tout en vociférant souvent contre elle. L'indulgence n'a jamais été sa première vertu. Mais il lui passera tout, ou presque. La sage Marguerite évoque alors un sentiment qui va transformer sa vie. Elle puisera dans l'amour de Clémenceau une force vive et quotidienne. Il saura la faire rire, la griser, lui insuffler un peu de la fantaisie qu'elle a perdue. Elle cédera parfois à ses caprices, le grondera aussi pour ses folies mal tempérées. Elle sera son dernier feu. Il ne veut rien en perdre. Marguerite le sait, mais restera souvent en deçà. Elle le modérera, quitte à le décevoir. 11 juillet 1924. Votre dernier billet m'annonçait la mise en route d'un courrier qui n'est pas arrivé. Sous le soleil ardent, par un chemin montant sablonneux, malaisé, je regardais le facteur pousser péniblement sa bicyclette devant lui. Il ne m'apportait rien qu'une charge de désappointement. Est-ce vous, belle madame, qui m'avez oublié, ou la poste est-elle en faute? Je voudrais que vous fussiez dans votre tort pour avoir quelque chose à vous pardonner. Votre ferme amie. 12 juillet 1924. Je n'ai encore rien reçu de vous ce matin, chère madame et amie. Si demain je n'ai rien, je ne pourrai pas télégraphier parce que ce sera dimanche. S'il n'y a toujours rien au courrier le lundi matin, je prendrai la liberté de vous adresser une dépêche. Je crains un accident pour vous ou quelqu'un des vôtres. Sans cela, je ne m'exposerai pas à vous fatiguer de mes interrogations. Bien amicalement. Que dirait Fernand s'il découvrait ces lettres? Probablement n'en penserait-il rien. Il ne me voit plus, il ne fait que passer. Saint-Dié est pour lui une escale passagère entre deux voyages. Je sais que Georges et lui se voient souvent à Paris. Ils en semblent enchantés. Fernand le trouve prime sautier, loue ses qualités de lecteur infatigable. Georges lui demande sans cesse des avis littéraires.
il pérore entre hommes cultivés. C'est parfois un peu gênant pour moi. Nous formons une bien étrange famille. 20 juillet 1924. Laissez-moi le plaisir de vous camper devant moi sur une chaise avec des yeux d'or brunis qui dansent tout autour, pour causer de n'importe quoi et passer du vous et moi au nous. Il est souvent théâtral, toujours excessif, mais au moins, je ne m'ennuie jamais avec lui. Il est plein de contradictions, souvent ombrageux, mais il me donne l'envie de me lever le matin. Voilà bien longtemps que cela ne m'arrivait plus. Je suis à vos pieds. À vous de savoir, s'il vous plaît, de me garder. Dès le printemps 1924, Clémenceau a invité Madame Baldosberger à Saint-Vincent-du-Jard, où il habitait sa maison de pêcheur bien aménagée, belle et bas. À chaque venue de Marguerite à Saint-Vincent-du-Jard, c'est toujours le même branle-bas de combat. Du matin au soir, des semaines à l'avance, le président, qui pourtant en a vu d'autres, est saisi d'une forme de fièvre vendéenne. Il consulte 50 fois les horaires des trains, vérifie 10 fois avec le chef de gare que le 16h59 existe toujours bien, même le dimanche, que le 17h03 s'arrête vraiment à La Roche-sur-Yon. Il télégraphie à Marguerite pour être certain que c'est bien cette gare-là qui lui convient. Lui, qui comme d'habitude veut tout régenter, suggère, avec assistance, d'arriver plutôt au Sable d'Olonne, car dans ce cas-là, on peut se restaurer. Officiellement, il veut la rassurer. Quand c'est avant tout lui qui s'inquiète. Lui, sa chaise longue l'attend. Lui, la chambre a bien été aérée. Sa chambre des estampes qui lui tend les bras, remise à neuf, drap propre, ménage impeccablement fait. Le déjeuner sera prêt à midi. Le thé à 5 heures. Il le prépare lui-même, en souvenir de sa passion pour l'Asie. Le dîner à 7 heures. Il l'a fait asseoir à ses côtés, lui prend la main, la porte à ses lèvres moustachues, entoure ses épaules au prétexte qu'elle pourrait prendre froid. Elle le laisse faire. Je vous trouve, Marguerite, un peu triste ce soir. La fatigue du chemin de fer, sans doute. Vous êtes enfin heureuse ici? Elle ne répond pas, se laisse enlacer et soudain se redresse, s'échappe un peu. Il voit bien que l'ombre de Fernand plane. C'est la bonne épouse, la mère endeuillée qui résiste à ses attentions et à ses envolées. Qu'importe. Il va essayer de la consoler, sans l'effaroucher. Marguerite, je vous avais fait serment de vous aider à vivre. Pour ce faire, il me faut bien tenter de vous enflammer, ne serait-ce qu'un peu. Je vous avoue ce soir que par-delà mes ronchonneries que vous me pardonnez, vos lettres sont pour moi une source perpétuelle d'enchantement. En dormant, en vivant, je vous attends sans cesse. Mais j'arrête là mes confidences. Je ne suis pas un freluquet ni un amant éploré. Il la raccompagne. Il la raccompagne vers sa chambre, en passant par la sienne. Elles sont si proches, à peine à quelques mètres. Il lui explique avoir fait rehausser son lit afin de pouvoir voir les flots, même quand il est allongé. Elle sourit. Il l'embrasse prudemment. Mais pas à la façon de sa jeunesse. Ce soir, il se réfrène et est devenu presque timide. Elle ne s'est pas enfuie. Elle va
plus tard, après quelques légères étreintes, regagner sa chambre. Il faut aller dormir. Que la nuit vous soit tendre. Dès l'aurore, je vais encore et pour toujours vous entraîner dans mes folies. Je vous ferai la preuve demain que la moindre seconde mérite d'être vécue. Au petit matin, nous aurons un jour nouveau. L'orage aura nettoyé l'océan et le ciel. Il fera beau à bel et bas. J'aurais dû sans doute hier le repousser un tant soit plus, mais cela restait de bonne aloi, j'étais fatiguée. Sa chaleur, son entrain sont reposants, sa solidité est pour moi un réconfort. Je me suis sentie comme à l'abri. Georges est de plus en plus entouré par la mort, la maladie. Ses amis, sa famille, quand il le quitte, en sont effrayés. Il a bien compris qu'il est à bout de force et que le courage ne peut pas tout. Pour la première fois, il m'en a fait l'aveu. Ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que je vieillis. Un homme de mon âge ne peut être toujours au degré de vibration que vous lui demandez. Je ne veux pas le voir partir, même si c'est, je le sais, dans l'ordre des choses. C'était notre pacte. Il devait m'aider à vivre. Il l'a fait. Je devais l'aider à mourir. Je ne le peux vraiment. Il dit sans cesse espérer pouvoir un jour et pour toujours enfin se reposer, son grand devoir accompli, dans un cimetière qu'il appelle le champ du repos. Les dernières années de Clémenceau seront une forme de chemin de croix, même si, pour cet anticlérical patenté, l'expression peut sembler inappropriée. Marguerite sera toujours à ses côtés, mais lui a la tête ailleurs. La situation internationale le dévaste, la politique française tout autant. Il va, ces années-là, devoir compter ses morts. L'année 1926, Georges perd deux de ses amis les plus chers. D'abord Gustave Geoffroy et Claude Monet. J'ai été à ses côtés ces derniers mois d'horreur, comme je le fus avant. Mais aujourd'hui, la gravité l'a définitivement emporté sur nos années de bonheur. Je l'ai accompagné au chevet de ses sœurs et tenté de le consoler de la perte de son Monet. Le 6 octobre 1929, il envoie une courte lettre à Marguerite. Ce sera la dernière. Il meurt le dimanche 24 novembre 1929, quelques minutes avant 2 heures du matin. Marie-Marguerite Baldensperger est morte le 1er août 1936, 7 ans après Georges, d'un cancer du sein. Elle est enterrée aux côtés d'Annette, à Saint-Dié. Après la disparition de Georges, elle a voué le reste de sa vie à perpétuer la mémoire de Clémenceau, grâce à sa fondation qui demeure aujourd'hui. Tous les proches de Clémenceau lui ont pleinement reconnu ce mandat qu'elle a exercé jusqu'à sa fin, veillant sur la postérité de ses écrits. Elle voudra que le trésor le plus précieux de sa vie, les lettres que Clémenceau lui a envoyées, soient publiées. Son fils, Pierre, se chargera finalement de respecter sa volonté en les faisant éditer en 1970. Fernand Baldensperger, son mari, est décédé en 1958. Voici l'extrait du testament de Georges Clémenceau qui concerne Madame Baldensperger. Je lègue à titre particulier à ma chère amie Madame Baldensperger le bureau dit d'Audane qui est à bel et bas, entre ma table et la cheminée, et le petit encrier carré de ma table de travail.
pour nous. Merci à Catherine. Merci à vous. On peut les applaudir, en effet. Merci à eux, en tout cas, de nous avoir fait pénétrer dans l'essence même de l'ouvrage de Nathalie Saint-Cricq, que j'invite à venir me rejoindre. Bienvenue. Bonjour. Alors, Nathalie, c'est la première fois que vous entendez ce type de lecture sur votre ouvrage. Ça vous fait quelque chose? Ouais. Alors, dites-nous. D'abord, je voulais remercier parce que je ne sais pas qui a fait le travail et comment, mais la sélection était... ça fait extrêmement étrange, hein. Mais c'est très agréable aussi parce que j'avais pris une distance et c'est comme si on m'avait raconté une histoire. De temps en temps, j'avais envie de dire les mots à la place parce que c'est quand même moi qui les avais écrits. Mais j'ai trouvé que c'était très bien, très finement. Enfin, je voulais remercier ceux qui ont fait ce travail-là et remercier tout le monde, d'ailleurs, la mairie de Saint-Dié, la librairie. Et puis vous d'être venus, de vous être déplacés. La famille Baldensperger me coachait depuis 1 an. 2 ans. On les accueille d'ailleurs ici même. Merci d'être là. Cette lecture, elle est éclairante sur l'histoire que vous avez choisi de raconter à travers votre premier ouvrage. Hein, c'est un récit. Comment l'idée est venue? Parce qu'en fait, c'est une part, même s'il y a eu cet ouvrage paru chez Gallimard, hein, grâce au petit-fils. Hein, Au fils. Au fils, pardon. Qui s'est battu pour le faire. Qui s'est battu pour le faire. C'est un peu battu contre la famille Clémenceau qui voulait expurger la version parce que il y avait des choses qui ne convenaient pas. Il y avait ce livre. Voilà, il y avait ça. Et puis il y avait les biographies de Clémenceau. J'en ai lu plusieurs pour des raisons professionnelles. Comme tous les 11 novembre à France 2, je suis obligée de commenter rien, c'est-à-dire pas de discours des gens qui vont sur la tombe de Clémenceau. J'ai cherché quelque chose à raconter. Et donc j'ai lu la bio de Vinocq. Et au milieu de la bio de Vinocq, il y a une page où on raconte l'histoire en disant en gros qu'il est retraité chez lui, mais qu'il est très actif parce qu'il continue à lire. Et puis on raconte que Marie-Marguerite est venue chez lui. Enfin tout ça, c'est fait en quelques pages parce que c'est pas exactement ce qui intéresse les historiens, probablement parce qu'ils trouvaient que l'histoire était trop légère. Et il y a 2 choses qui m'ont frappé. C'est le fait qu'il tombe amoureux d'une femme à son âge, et elle aussi. Et je trouve qu'une histoire d'amour à cet âge-là, c'est formidable. Peut-être j'ai rêvé que ça m'arrive un jour. Et c'est peut-être pour ça. Et ensuite, ça, plus le fait qu'il se mette à écrire une biographie de Démosthène. Parce qu'on se dit quand même, quand on a 82 ans, je ne sais pas comment dire, peut-être faire autre chose, quelque chose. Alors, il lisait le grec couramment, mais c'est quelqu'un qui a toujours réussi à rester vivant, en forme et tout. Pour vous donner un exemple, quand il a 84-85, il s'excite parce qu'il sait qu'il y a eu une histoire de l'Inquisition qui est parue en Italie, qui a été traduite en français. Il empoisonne tout le monde à Paris en disant « essayez de me trouver cette traduction ». Franchement, et il lit une biographie de Nietzsche 1 an avant de mourir. Tout ça parce que tous ces trucs-là l'excitent. Il veut savoir les travaux d'Einstein, il veut savoir ce que fait Marie Curie. Donc c'est quelqu'un de vivant, de curieux, et qui jamais dit... alors, dans les lectures tout à l'heure, puisque tout ne pouvait pas être fait, il y a effectivement à la fin où il dit j'ai enfin compris que la vieillesse existait, parce que dans toute sa vie, il a considéré... Il écrit et il dit quand on est jeune, c'est pour toujours. Et donc, il croit ça, et puis un jour, il est rattrapé par le temps. Mais elle l'aidera à ce que le temps ne le rattrape que le plus tard possible. Donc pour faire court, alors je fais long en général, c'est pour me venger de la télé où j'ai le droit de parler 40 secondes. Il y a cette rencontre, il y a cette histoire d'amour, il y a cette fidélité, il y a ces lettres. Alors on n'a pas celle de Marguerite, mais en lisant celle de Georges, on peut imaginer ce qu'elle lui a envoyé. Il y a toutes les lettres que j'ai pu avoir de Pierre, enfin toute la famille, pas Pierre, Bernard, Pierre c'est le papa, qui m'ont montré des photos, trouvé des livres, raconté un petit peu ce qui avait été dit. Bon, et je me suis dit que ça valait le coup, alors que peut-être certains trouveraient que c'est un peu une bluette ou quelque chose de léger. Mais comme finalement on est dans toute la période de l'entre-deux-guerres avec Clémenceau, ça permet de revenir sur le passé, faire un peu de politique, et puis raconter des anecdotes, parce que l'idée c'est de ne pas faire un livre. Ça vous ravit.
Oui, surtout à cette époque, si vous voulez. Oui. Ça me ravit plus à cette époque qu'aujourd'hui. On en reparlera Hein, voilà. de l'actualité de cet ouvrage. En fait, on vient de comprendre un peu votre démarche qui est double, parce qu'il y a un énorme travail d'enquête qui est fait. C'est quasiment une performance, je pense, parce que vous avez rencontré les héritiers, vous avez cherché de la documentation, mais en même temps, il y a une part d'imagination. C'est une sorte d'alliance entre... J'ai fait un mélange. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu effectivement, comme les héritiers de Marguerite, côté Clémenceau, je ne peux pas dire que j'ai rencontré une espèce de, comment dire, de passion et d'envie effrénée de m'aider. Donc j'ai fait 100. C'est vrai qu'il y a toute une série de livres qui ont été écrits, mais je ne parle pas que des livres nobles, des biographes, des historiens. Il y a le majordome, il y a des souvenirs de son secrétaire particulier. C'est-à-dire que c'était une telle star, Clémenceau, que dans les années 50-60, il y a plein de livres qui ont été écrits, des petits films. Donc j'ai retrouvé une interview du majordome en noir et blanc. Donc j'ai retrouvé plein de petits éléments. Et en faisant non pas une espèce de... Si, en mélangeant un peu tout, je me suis imaginé les choses. Et j'étais sur eBay à trouver des vieux ouvrages qui coûtaient 60 centimes d'euros, qui avaient été publiés en 1930, où je retrouvais une petite anecdote, un petit truc sur lui. J'ai retrouvé des films en noir et blanc parce que je voulais à tout prix savoir quelle était sa plaque d'immatriculation, ce qui n'a aucun intérêt. Sauf que je pense que quand on écrit un bouquin, c'est marrant de pouvoir dire ça et de pouvoir donner quel était son téléphone. Donc j'ai recherché son numéro de téléphone en 17, qui était pas si, je sais pas quoi, je me souviens plus, mais je l'ai écrit. Et j'avais un trou. J'ai pas Marguerite, j'ai pas les réponses. Donc là, je me suis dit que pour que ce soit vivant, et pas toujours écrire à la troisième personne en disant elle se dit que, elle a envie de lui écrire, elle pense que. Je me suis dit que j'ai imaginé un journal. Alors probablement avec des choses pas fausses, mais extrapolées, c'est-à-dire qui relèvent plus de mon caractère que du sien. Peut-être des choses vraies, j'imagine, et probablement une sorte de mélange. Je ne sais pas exactement où était la barre dans le caractère, et ça faudra en discuter avec la famille de Marguerite, entre une espèce de docilité et un côté un peu... non pas suffragette, parce que je ne pense pas qu'elle l'était, mais un côté un petit peu critique. Je ne sais pas si elle était en extase devant Clémenceau, en lui passant beaucoup de choses. Là, je parle sous le regard de la famille, ou si elle était de temps en temps un peu énervée. Parce qu'il faut dire, ça n'a pas été dit dans la lecture, parce que c'était... faut protéger Marguerite et Clémenceau, mais il y a des moments où il a été absolument infect avec elle, quand même. Enfin, infect. C'est-à-dire que quand il essaie de lui faire écrire un livre et qu'il ne comprend pas que c'est une femme, endeuillée, qui élève ses enfants, enfin, c'est une femme de cette époque, et qu'il lui dit si Shakespeare avait vécu comme vous, il n'aurait pas écrit Hamlet. Franchement, c'est vraiment... Enfin, non, mais il a le sens des formules. Il a le sens des formules, mais elles ne sont pas forcément aimables, les formules. C'est juste ce que je voulais dire, et que si on m'avait écrit un truc comme ça, je ne suis pas sûre que j'aurais été très contente. Donc, merci de l'avoir préservé, parce que franchement, dans la lecture, il y avait des passages où il aurait été un peu plus spécial. En tout cas, tous les petits détails dont vous parliez, que vous avez été chercher, enfin, voilà, que vous mettez en avant, que vous valorisez dans le récit, c'est ce qui rend jubilatoire quelque part. C'est un de nos collègues qui a dit que ce récit était jubilatoire. Donc, alors, ça doit être ou un collègue gentil ou quelqu'un de complaisant, dans les deux cas. Il se trouve que j'aime bien les détails. Pas d'abord, souvent, parce que c'est probablement les choses qui me... pas qui me marquent, mais que je trouve signifiants. Alors autant, il y a des détails qui ne sont pas particulièrement intéressants, mais sur le mode de vie, par exemple, de Clémenceau, quand je suis allée dans la maison à Bel-et-Bas, j'ai pas pu venir ici parce que c'était pendant le confinement et que j'avais l'impératif d'aller plutôt chez Clémenceau où je voyais tout. Je me suis demandé comment Marguerite vivait. Donc je suis allée regarder tout. La taille de la chambre. J'ai vu qu'il n'y avait pas de salle de bain. Alors, je me suis dit quand même, pas de salle de bain pour une femme assez féminine, délicate, jolie, bien habillée. Bien... Elle se retrouve dans 3 mètres carrés avec pas de sanitaire. Donc après, dans mon entourage, on m'a dit que j'étais débile de m'intéresser à des trucs pareils. Mais j'ai essayé d'imaginer comment on vivait, comment elle pouvait se coiffer ou pas se coiffer, comment les choses se passaient. Et sur la vie de Clément, je trouve ça très intéressant de voir comment il parlait aux gens
c'est pas ses domestiques, mais à sa cuisinière. Voilà, je trouve que pour rendre quelqu'un intéressant, il faut pas considérer que les détails, c'est quelque chose de dégradant ou de pas bien et qu'il faut juste être une espèce de super intellectuel et tout. Donc j'ai essayé de mélanger de la vraie politique, c'est-à-dire toutes ces inquiétudes, et ça a été très bien dit dans la lecture, sur le réarmement allemand, puisque en 29, il dit à son secrétaire particulier, avant 10 ans, nous aurons la guerre. C'est-à-dire que quand même, c'est quelqu'un qui est certes obsédé par la guerre à cause de son passé de 14-18, mais c'est quelqu'un qui regarde, qui suit très près l'actualité. Et à côté de ça, j'ai puisé dans les détails, dans sa correspondance avec Monet, quand j'ai retrouvé qu'il avait élevé une pie ou une corneille, enfin des choses qui sont peut-être des détails pas très chics, mais je trouve que ça rend les choses plus vivantes et plus... Enfin, moi, quand je m'intéresse aux gens, je regarde ce qu'ils mangent, comment ils vivent. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Ok. Alors revenons à cette histoire. Au-delà du pacte qui les unit, hein, qui a été annoncé tout à l'heure, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Tout les sépare en fait. L'âge, l'origine. Le caractère. Marguerite est plutôt aisée. Lui est issu d'une famille plutôt pauvre. En Vendée. C'est de là, oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens. Même si après. C'est des gens qui ont des terres, ils ont du stock plus que du flux, dirons-nous. Le caractère les sépare aussi, mais au-delà du pacte, qu'est-ce qui les unit au fond? Je pense, mais une fois de plus, je parle sous le contrôle. Je crois que c'est la bonne rencontre au bon moment pour deux personnes qui se complètent. Lui a été adulé après la guerre, à la fin de la guerre, pas longtemps, hein, adulé par les gens, pas par la classe politique, puisque quand il se présente, il dit qu'il ne se présente pas, mais puisqu'il y a un premier vote préparatoire pour la présidence de la République, je précise à l'époque que c'est les parlementaires qui votent, pas les gens, il se fait ramasser parce que les gens de droite trouvent qu'il est de gauche, anticlérical. Les gens de gauche le trouvent à droite. Je ne sais pas si nos catégories actuelles sont les bonnes, mais en gros, trop ministre de l'Intérieur ayant fait tirer au moment des grèves. Enfin bon, bref. Et comme en plus il a été infect avec tout le monde en se foutant de la figure de tous les parlementaires, de tous les gens qui intervenaient à la tribune, puisque c'était sa spécialité, en gros, il se fait blackbouler. À partir de là, il dit, c'est pas un problème. On m'a retraité, je m'en fiche, j'ai plein de choses à faire. Je n'aurais pas voulu être président de la République à cette époque. Ça aurait été un concours d'horticulture. Je repars chez moi. Il visitera un certain nombre de pays pour s'aérer, parce que ça sera un des grands intérêts de Clémenceau. C'est-à-dire de ne pas considérer... Enfin, c'est pour ça, notamment, on en reviendra, et je ne veux pas être confuse et faire plein de propositions relatives, c'est qu'il a visité l'Inde, l'Égypte, l'Afrique, la Chine, Singapour, tout. Donc il relativise la culture occidentale parce qu'il a vu d'autres choses, donc ça l'ouvrira beaucoup l'esprit. J'ajoute qu'au traité de Versailles, être bilingue, c'était le seul, et que ça l'a grandement aidé, bien qu'il ait été attaqué sur la façon dont il a géré le traité de Versailles. Bref, j'ai un Clémenceau qui est chez lui, qui dit qu'il n'est pas amer, mais qu'il l'est quand même un peu, et qui de toute façon, même si président du Conseil à l'époque, c'est plus important, 100 fois plus important que président de la République, est quand même un peu vexé de s'être fait renvoyer à ses chères études. Elle... Je crois savoir qu'elle est effroyablement triste du fait de la disparition de sa fille, dans des conditions très particulières, que la mort d'Annette dans le couple fait que Fernand aura tendance, qui est un personnage très important, aura tendance à s'éloigner, à partir à donner des conférences dans le monde entier, bref, à fuir le foyer, qu'elle a besoin de travailler pour se changer la tête. Le père de Marguerite, d'ailleurs, dira à Clémenceau, vous nous avez rendu notre fille. Parce qu'il la soutient, elle travaille, ce qui à cette époque n'est pas forcément évident. Et il l'aide, il la rudoie, il la secoue, parfois trop, mais parfois ce qu'il faut. Lui, il est flatté, parce que quand même avoir une jolie femme comme ça qui s'intéresse à vous, alors qu'il est quand même un caractère de chien absolu. Et je pense que c'est une association de gens qui se trouvent au bon moment, chacun faisant du bien à l'autre. Alors, il ne faut pas idéaliser les choses, hein. Il lui fera du mal à elle aussi. Mais elle est... quand j'ai mis dans sa bouche une phrase de Musset sur le fait qu'à cet âge-là, pour une femme,
on n'a plus qu'à prier, il ne faut pas espérer que quelqu'un vous aime. Quand on est aimé, quand on reçoit des lettres de quelqu'un qui est une idole à l'époque, parce que Clémenceau, c'est pas comme si on recevait des lettres du voisin de palier. Je pense qu'il y a une forme de fierté. Voilà, il s'occupe aussi, il est très gentil avec les enfants de Marguerite. Oui, c'est une relation qui évolue aussi au fil du temps et la famille est associée. Oui, Hein, tout le monde est associé. Les parents de Marguerite connaissent bien Clémenceau, les enfants de Clémenceau connaissent Marguerite, les enfants de Marguerite appelleront Clémenceau oncle Georges, le mari, ça a été très bien dit tout à l'heure dans la lecture, Fernand connaîtra, ira voir Clémenceau sans même parfois que Marguerite sache qu'il va la voir. Tout ça, ça partira en cure avec les filles de Clémenceau. Une espèce de famille, alors... Aujourd'hui, on dirait la Claude Sauté, comme dans les films où tout le monde fréquente tout le monde, mais c'est explicable par le fait, non pas que la relation est... Je ne dirais pas qu'elle est platonique au sens... je trouve qu'elle est plus... elle a plus de nerfs que simplement une relation platonique, parfois. Il y a quelque chose, notamment chez Clémenceau, je ne peux pas savoir comment elle réagissait, mais que Clémenceau était une telle star, pour employer un vocabulaire contemporain, que les parents de Marguerite étaient fiers d'être reçus par lui ou de le recevoir, et que c'était le grand homme, Fernand l'aimait, Marguerite l'aimait, que tout ça cohabitait. Et c'est vrai qu'on s'interroge jusqu'à la fin du récit sur la relation réelle qui existe entre les deux. Ah oui, il y a toujours une sorte de mystère qui on en a plane. discuté très souvent avec Catherine, Bernard, Roland, sur la nature de la relation de leur grand-mère avec Clémenceau. J'ai tendance à dire qu'il y a une version féminine, une version masculine. Les hommes croient plus qu'il s'est passé quelque chose, et les femmes se disent, elle a une quarantaine d'années, elle a perdu sa fille, elle est de ce milieu, elle est de cette époque, elle est de cette génération, elle est de cette religion. Je la vois mal, moi non plus, hein. Et c'est très amusant parce que d'autres personnes à qui j'en ai parlé, ou des amis, ou des auteurs, ou des écrivains, ou à l'éditeur, chacun a sa version. Donc on a fait le plus ambigu possible de manière à ce que chacun puisse imaginer. Et quand j'écrivais, J'avais bien compris. quand j'écris le soir, quand j'écris la soirée, et le moment où il va dans sa chambre d'ailleurs, qui a été repris en partie dans la lecture, j'ai envoyé à mon fils qui a 22 ans, et je lui dis, à ton avis, on croit qu'il s'est passé quoi? Donc mon fils me dit, c'est pas très ambigu. Et après, je l'ai fait lire à mon mari, je lui dis, tu penses quoi? Il me dit, oh là là, ben on est sûr qu'il ne s'est rien passé. Donc je lui dis, très bien, parce que chacun, vous avez une version différente. Bon, j'avoue que pour être totalement... ce que je vais faire n'est pas bien, parce que je fais quand même fait attention. Et il a été opéré en 1912 de la prostate, qui a donné cette fameuse phrase qu'on répète à l'envi, qui est dans la vie, il y a deux choses dont on peut se passer très bien, la présidence de la République et la prostate. Citation que je n'ai pas mise dans le livre parce qu'elle est tellement connue que j'ai pas voulu la mettre. Et en ayant appelé un professeur de médecine, spécialiste en urologie, il m'a expliqué que vu les méthodes de l'époque, c'est-à-dire une méthode qui était très dangereuse, qui est Gallieni en est mort, Poincaré, pas le mien, pas le Raymond Poincaré, mais Henri en est mort également. C'était quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement risqué, qui limitait les possibilités. Voilà. Mais d'abord, je faisais pas un traité d'urologie, donc je n'allais pas raconter des trucs pareils, parce que honnêtement, il y a pas plus désespérant. Ensuite, il faut pas être bêta. Il pouvait l'embrasser. Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de formes d'amour, d'amitié, voilà. Donc la réponse est, je ne sais pas, vous vous ferez une idée. Mais moi je pense, au vu des lettres, qu'il y a quand il lui dit je suis l'Etna dans la banquise, c'est-à-dire que, ou quand il lui dit ma petite fournaise intérieure brûle, il y a quand même quelque chose. Lui, c'était pas un contemplatif. Non, voilà. ça on le remarque dans votre écrit. Donc, je ne sais pas. qui reste de toute façon inachevé, puisque c'est le lot de tous les auteurs de permettre au lecteur de se faire son idée. Et voilà. Alors, je voudrais juste revenir un peu sur les lieux de rencontre, parce que c'est souvent en Vendée, à Paris, hein, rue Franklin, c'est ça. Et dans les Vosges, alors, David Valence disait que Clémenceau était venu deux fois dans les Vosges. On se pose la question, parce qu'on est ici dans les Vosges. Eh ben oui, et il a même écrit qu'il avait un souvenir délicieux.
Et à la fin, elle le suppliait, ou elle lui a demandé de revenir, mais comme c'était à la mauvaise saison, c'est-à-dire, je crois que c'était à l'automne ou l'hiver, et qu'il commençait à être très malade et avoir des problèmes de bronches, il lui avait expliqué qu'il redoutait le climat et la pluviosité ou le D'ailleurs, risque. il utilise un terme qui n'est pas dans le Scrabble, qui n'est pas utilisable, c'est la sapinose. Alors la sapinose, parce que Voilà, moi, en tant que Vosgien, je c'est parce connaissais que la pas, mais- fille, Marie-Claude, une des filles enfin la deuxième fille de Marguerite, manifestement avait des problèmes, les fameux problèmes de thyroïde, vous savez, la maladie des montagnes, c'est-à-dire le manque d'iode, et donc il appelait ça la sapinose en disant que c'était spécifique aux endroits où on est très très loin de la mer, et il essayait d'utiliser ça pour l'attirer en Vendée, en lui disant que pour soigner Marie-Claude, il fallait au moins rester un mois, qui était une façon d'attirer Marguerite le plus longtemps possible. C'était pas un bon ambassadeur pour notre région. Hein. Mais de toute façon, attendez, il était jamais content. Il disait qu'il détestait le soleil et qu'il adorait la pluie. Bon. Et après, quand il pleuvait, il disait qu'il avait froid. Après, quand il y avait trop de soleil, il hurlait également. Et il a écrit à Marguerite, notamment une phrase que je trouve merveilleuse, c'est quand il dit: quand vous n'êtes pas là, le soleil n'est pas le vrai soleil. Donc il déplorait aussi qu'il n'y ait pas de soleil. Donc en gros, je ne sais pas ce qui lui plaisait, mais à mon avis, pas grand-chose. Et il était tout le temps en boule. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il dit pas mal de vacheries. Mais il est jaloux des Vosges. C'est parce qu'il est jaloux des Vosges. C'est-à-dire qu'elle lui dit qu'elle reste dans les Vosges. C'est bien logique, elle a sa maison, elle a ses enfants. Et il considère qu'elle n'a aucune raison. Donc quelquefois, il lui dit des vacheries sur les Vosges, du genre: je me demande bien ce que vous faites là-bas, vous feriez mieux de venir avec moi. De toute façon, il dit des vacheries sans arrêt. De toute façon, il considère que c'est lui le patron. Voilà. Et qu'il faudra en gros que tout le monde obéissent. Dans la vie comme dans la politique d'ailleurs. Hein, Oui, c'est une mais alors, caractéristique dans la politique, forte. ça peut être bien perçu à cette époque. Dans la vie, ça peut être fatigant quand on vit avec lui. Ce qui ne m'est pas arrivé, et Dieu merci, mais je pense qu'il ne l'aurait pas voulu non plus. Alors, on va parler un peu de politique, hein, puisque Clémenceau, c'est quand même l'essence aussi de sa vie. C'est le vainqueur de 14-18, c'est le tigre, c'est le père la victoire. Hein. Ici, on connaît bien Jules Ferry, hein, puisque c'est un enfant du pays. C'est plutôt Ferry que Clémenceau ici. Voilà, enfin, a priori, hein, la relation était très tendue entre eux. La relation est très, très tendue. Il y a notamment un échange très célèbre à l'Assemblée nationale, ou à la Chambre des députés, pardon, puisqu'on disait plutôt ça à l'époque. C'est-à-dire qu'il était absolument opposé à la colonisation, alors que Jules Ferry défendait cette politique. Alors faut se remettre à l'époque, c'est-à-dire que à l'époque, la majorité des gens étaient favorables. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de juger avec nos lunettes d'aujourd'hui quelque chose qui se passait au siècle passé. Clémenceau avait donné trois raisons particulières pour être hostile à la colonisation. La première, c'est qu'il considérait que ça nous coûtait cher et qu'il fallait mieux économiser sur le budget de la France pour se préparer à récupérer l'Alsace et la Lorraine. Il l'a dit plusieurs fois. Donc il y avait une raison pragmatique qui était: ne dépensons pas de l'argent dans des expéditions lointaines et hasardeuses. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était un sujet de relativisation, moral, c'est-à-dire ayant beaucoup voyagé, ayant même habité aux États-Unis pendant 3 ans, quand il avait 23-24 ans, mais pas que les États-Unis, il avait vu les autres cultures, donc il n'était pas dans une idée systématique que nous étions supérieurs par définition, et que quand on était européen ou occidental, on était forcément des gens merveilleux. Alors il se disait bouddhiste, donc y compris sur les religions, il y avait une forme de relativisation de tout. Et puis, il avait, quand il lançait cette phrase en disant: on commence par des missionnaires, on finit par des militaires, il considérait qu'on n'avait aucun droit de faire ce genre de choses. Et il y a eu des effrontements épiques avec Jules Ferry sur ce sujet. Et il a toujours été très constant sur ce sujet. Et ils n'étaient pas nombreux. Il a dénoncé à l'époque le génocide des Arméniens. Ils étaient peu nombreux à le faire. Il a effectivement, et là c'est là qu'il a retrouvé Jaurès, alors qu'ils n'étaient pas en général, il n'était pas en phase avec. Les socialistes le critiquaient sans interruption, en considérant qu'il était trop au centre,
si j'ose dire, qu'il aimait l'ordre, qu'il était extrêmement individualiste. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que quand, pendant la guerre, il y a eu la révolution de 17, il y a les communistes, et que lui, il considère que le collectivisme, c'est un truc absolument épouvantable. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, il y a la montée en puissance de la CGT, qui est sur des grèves très très dures, et que lui considère que le droit au travail, c'est quelque chose d'important. On le dit briseur de Alors, grève. toute aussi. une partie de la gauche le détestera de sa mort aux années 50 et encore après, parce que la réputation de Clémenceau, aujourd'hui tout le monde dit c'est génial, il y a une période où Clémenceau il n'est pas aimé du tout, parce qu'on considère, en gros la gauche considère que c'est quelqu'un d'un épouvantable qui a fait tirer sur les ouvriers, tout en oubliant qu'il a fait la loi de 8 heures, qu'il s'intéressait à un certain nombre que c'est un des premiers qui a fait des lois de façon à éviter les maladies, et un professionnel dans un des composants de la peinture, s'occupant des asiles d'aliénés, en considérant qu'on n'a pas interné tous les gens sous prétexte qu'ils sont fous et que le mot four veut rien dire. Bon, alors je repars sur les Arméniens parce que j'ai fait un gros détour. C'est un des premiers qui a interpellé un certain nombre d'États en leur disant on devrait intervenir. C'est-à-dire qu'il a formalisé ce qu'on a pu appeler après un droit ou devoir d'ingérence, en disant on ne peut pas laisser faire ça. Donc c'était là aussi quelque chose qui n'était pas, évidemment il ne s'est rien passé, mais là-dessus il était sur la même ligne que Jaurès. Est-ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans l'actualité politique, vous qui la suivez, qui l'observez finement, un homme de ce genre-là? Non. Ah non, ça vraiment pas. Non, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que les qualités qu'on demande maintenant aux politiques ne sont pas les mêmes que celles qu'on demandait à l'époque. Ensuite, parce que je dois bien avouer, si je veux être honnête, que quelqu'un comme lui ne survivrait pas une demi-seconde aux réseaux sociaux, évidemment, aux chaînes d'infos également, et au canard enchaîné. C'est-à-dire que il disait tellement d'horreurs, il se permettait tellement. Imaginez quand même, moi le truc qui m'a le plus frappé, c'est pas les facéties à l'Assemblée, Dieu sait s'il y en avait, y compris la fois où il avait renversé, parce qu'il y a un type qui l'énervait, un député qui l'énervait parce qu'il mangeait à l'Assemblée, il mangeait dans l'hémicycle. Et ce type, il l'énervait, il était tout le temps énervé. Et il avait apporté un jour une fiasque je sais pas si c'était de la liqueur ou du porto, je sais pas quoi, et il lui a foutu dans le cou, là, en lui disant comme ça, vous aurez le liquide qui va avec votre nourriture. Un mec qui fait ça aujourd'hui à l'Assemblée, on dit il est très drôle, dans les 2 minutes, la moitié demande sa démission. Bon, ça alors ça parce que j'ai encore fait un détour, pendant la guerre, donc Poincaré, président de la République, et Clémenceau, président du Conseil, à partir de 17, comme Poincaré l'exaspère, il lui envoie une lettre en lui demandant de cesser de lui écrire. C'est qu'en gros, vous avez quelqu'un, pas comparé aujourd'hui avec les institutions, mais vous avez un Premier ministre qui écrit au président et qui lui dit, bon, alors, arrêtez de me faire perdre mon temps et mon énergie en me demandant ce qui se passe. Vous imaginez? Le mec, il y virait. Enfin, donc, il n'y en a pas, parce que je pense que... Alors, je ne vous fais pas le coup du Éric Zemmour, genre c'était mieux avant. Hein. Les gens avaient du caractère, aujourd'hui c'est horrible. Je ne suis pas du tout comme ça, mais je pense que d'abord, je ne pense pas qu'il pourrait vivre dans cette époque. Et puis, comment voulez-vous faire 668 lettres alors qu'aujourd'hui ça se réglerait avec un SMS? Et encore. Deuxièmement, que son côté, les hommes sont supérieurs aux femmes. Lui, c'est balance ton porc, ça serait été à la première seconde. On va y arriver à ça. Ou MeToo, je ne sais pas ce qui serait pris. Non pas qu'il était grossier avec les femmes, mais il était galant plus. Et ensuite, parce que bon, voilà, on leur demande Je pense qu'il faut que les hommes politiques soient beaucoup plus policés aujourd'hui. Par contre, il avait une haute idée de la République. Tout ce qu'il recevait en tant qu'homme d'État, il le reversait aux gueules cassées, par exemple. Oui, est-ce qu'un politique le ferait aujourd'hui, ça? Peut-être qu'ils le font, et c'est bien qu'on ne le sache pas. En tout cas, lui, le racontait pas. C'est vrai qu'il était... Il était vraiment pas riche. Il était d'une famille, ils avaient des biens en Vendée, mais lui a bouffé tout son héritage de son vivant parce qu'il n'arrêtait pas de créer des journaux qui étaient, dont certains marchaient bien, mais il était sans arrêt déficitaire. L'homme libre. L'homme libre, qui est ça. devenu l'homme enchaîné après, Voilà. pendant la guerre à cause de la censure. Mais il en a créé sans arrêt.
Puis, il était médecin, c'était son vrai métier à l'origine, mais tous les ans, il changeait de journal, il créait un truc. Il demandait à son père de rembourser, il avait des dettes remboursées, si bien que quand ses parents ont disparu, il n'avait rien, puisqu'il avait mangé tout son héritage. Et à côté de ça, il s'occupait de plein de gens, sans le dire, enfin, il aidait beaucoup. Et je pense il n'a jamais voulu écrire ses mémoires, donc pour pas bénéficier. Pourtant, on lui a proposé pas mal d'argent. Quand il a fait des conférences aux États-Unis, il a donné l'équivalent des conférences à une association d'étudiants. Voilà. Quand Citroën lui offre une voiture, Il rembourse absolument. l'argent. Non, là-dessus, il a fini. Saint-Vincent-sur-Jard, on lui a donné. Le propriétaire lui a laissé. Il a voulu payer un loyer, mais le loyer, il l'a donné aux œuvres de la commune. Paris, il était locataire. Sa voiture, elle était pourrie. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, c'était pas ça qui l'intéressait. Et il habitait chez lui tout le temps. Il ne voulait pas habiter dans les logements de fonction. Il n'a jamais dormi, jamais habité, même au plus fort de la guerre. C'est à un moment donné, on pouvait se dire qu'il avait besoin de réagir à tout moment. Il n'a jamais dormi au ministère de la guerre, ni à l'équivalent de... Il disait, si j'habitais là-bas, j'aurais l'impression d'être dans un meublé. Donc il rentrait chez lui tous les jours. Et pour être allé rue Franklin, je peux vous dire que c'est pas luxueux, hein. Vraiment, mais vraiment pas. Okay. Sa salle de bain, puisque je suis obsédée par les salles de bain, elle doit faire 3 mètres carrés. Oui. Pas... Alors parlons du journaliste, parce que ça peut nous intéresser. L'homme libre, l'homme enchaîné, il y a une anecdote assez fabuleuse quand il envoie à tous les abonnés le journal avec les trous. Les trous. Les trous, il remplit les trous. C'est-à-dire qu'il est dans une position étrange. Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait possible. Il est donc au Sénat, président de la Commission des Affaires étrangères et président de la Commission, je sais pas, je me souviens plus si c'est de la défense ou de la guerre. Bon, bref, il s'occupe de tout et il harcèle tous les jours le gouvernement. On n'imagine pas aujourd'hui, hein, s'il y avait la guerre, il y aurait une suspension. Enfin, on n'imagine pas. Donc tous les jours, il faut rendre des comptes, c'est-à-dire chemin des dames, on rend des comptes. Les parlementaires disent c'est pas possible, Foch, il a fait n'importe quoi, il n'a pas anticipé. Bon, bref, il les harcèle. Là, on est avant 17, il n'est pas encore président du Conseil, et on considère qu'il démoralise le pays parce qu'il dénonce les conditions dans lesquelles les soldats blessés sont renvoyés à l'arrière pour être soignés. Il dénonce la façon dont la guerre est menée. Donc à un moment donné, au gouvernement, et notamment Malvy, considère que c'est plus supportable d'avoir ce type qui est à la fois sénateur, président, et qui en plus écrit tous les jours dans son truc L'Homme libre, et il est accusé de démoraliser la France entière. Et quand on dit démoraliser la France entière, il faut quand même se rendre compte des tirages des journaux par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire, si pour vous donner 2 exemples, le fameux J'accuse de Zola, publié dans l'Aurore, dont le titre J'accuse est trouvé par Clémenceau, est tiré à 300 000. Donc si vous ramenez ça au taux de lecture courante des gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'à cette époque, toute la population ait lu couramment, ça veut dire que les tirages des journaux, c'était énorme et ça avait une influence sur les gens très importante. Bref, il écrit son Homme libre, on le censure, et il préfère faire publier... Alors, il renomme son journal L'Homme enchaîné, parce qu'évidemment, il est plus libre de faire ce qu'il veut. Il publie le journal avec des trous pour montrer les articles qui ont été censurés. Et les articles censurés, il les envoie par la poste à ses abonnés, aux parlementaires, au gouvernement, pour que ça circule quand même. Évidemment, ça lui coûte de l'argent, ce qui expliquera qu'il finira sa vie avec pas beaucoup d'argent, parce que ne serait-ce qu'en affranchissement. Et il fera ça toute la guerre. Il faut dire qu'il y a quand même, ce qui est quand même aussi bizarre, étonnant, c'est que Poincaré nomme un type, enfin un monsieur, en 17, qui a passé les 3 premières années de la guerre à traîner dans la boue tout le monde et à le dire. C'est sur la... Alors peut-être que Poincaré ne pouvait plus faire autrement, puisque l'année 17 a été une espèce de tournant, mais c'est quand même... ça montre que les relations entre Poincaré et lui devaient être assez très tendues.
Alors, on va revenir à la grande question des femmes avec Clémenceau. C'est un peu ce qui nous occupe aujourd'hui, hein. On le sait galant, conquérant, mais il y a quand même un événement qui fait tache dans l'histoire, c'est le sort qu'il réserve à la mère de ses enfants, enfin, à cette femme. C'est d'une cruauté absolue, qui dénote par rapport à Ça va pas avec le reste. Ouais. Ça va pas avec le reste. Et j'avoue que, un, je comprends pas. Deux, je trouve ça, comment dire, affligeant. Alors, je vais pas vous raconter tout, parce que d'abord, je réponds de façon trop longue. Mais en gros, il est marié, il se marie aux États-Unis avec une jeune femme. Alors, il a eu un chagrin d'amour avant. Je pense qu'il se marie pour passer à autre chose, parce qu'il a été vexé d'être rejeté par quelqu'une, en l'occurrence. C'est une Américaine qui est assez libre, enfin, qui vit comme à son époque, et il la ramène en Vendée. En gros, il la met dans le manoir familial, avec son père, sa mère et ses sœurs, ce qui pour elle n'est pas forcément le truc le plus joyeux de la Terre. Et lui, il va vivre sa vie à Paris. Alors, il explique à sa femme qu'il a qu'une seule maîtresse dans la vie, c'est Marianne. Enfin bon, on est peut-être enclin à penser que c'est une version de l'histoire pas totalement exacte, et que certes la République le passionne et la politique aussi, mais qui s'aère énormément. Elle n'arrête pas de demander à revenir à Paris, parce que honnêtement, quand on voit le comportement du beau-père, qui était à la limite givré, c'est-à-dire que si la soupe était, si on lui disait le contraire de ce qu'il pensait, il cassait les couverts. Enfin, c'est un type du. Clémenceau dit: je n'ai jamais vu mon père qu'en colère. Ça donne une idée quand même de. Ça devait être super sympa. En plus, quand on voit l'état du manoir à l'époque, plus le climat en Vendée, donc vous avez rien à envier à la Vendée à ce moment, parce qu'elle dit qu'il pleut tout le temps. La malheureuse a donc passé 6 ans, 7 ans. Chaque fois qu'il va la voir, bizarrement, 9 mois plus tard, on a un enfant, mais elle se tape les enfants toute seule. Et elle supplie de revenir. Bon, à la décharge de Clémenceau, il n'a pas les moyens de l'entretenir à Paris, parce que au début, il est juste conseiller municipal. Et à l'époque, un conseiller municipal, ça n'a pas d'indemnité. Après, il aura des indemnités de député. Donc, il la loge après avec les enfants. Et puis, il continue à vivre sa vie. Souvent pour son journal, parfois pour des débats à l'Assemblée, puis d'autres fois pour autre chose. Et elle en a manifestement, elle supporte pas. Mais elle peut rien dire. Et puis un jour... avec la complicité de ses enfants, ce qui est assez affreux, il se rend compte qu'il y a un jeune homme dans le circuit, mais un jeune homme, là aussi, je ne sais pas, qui probablement lui change les idées. Pas plus, enfin je ne crois pas. Et puis il la fait suivre, il y a un constat d'adultère. Et ce que lui s'autorise à faire, elle n'a pas le droit de le faire évidemment. Et il la renvoie aux États-Unis avec interdiction de... avec pas un sou, puisque tout est à ses torts à elle. Et il l'envoie en 3e classe. Et la 3e classe en bateau à cette époque, c'est pas terrible. On est à la limite du Titanic avec la 3e classe. Et elle reviendra, elle mourra dans la misère, et lui, il la reverra plus jamais. Et personne ne sera là à son enterrement. Donc ça, c'est... Oui. Alors, je m'en raccroche à un truc qui est peut-être non pas une explication, parce que ça n'est pas explicable. Enfin, non pas une justification, parce que c'est injustifiable. Y a-t-il quelque chose que je ne maîtrise pas? Je veux dire, vu la faible coopération de la famille Clémenceau avec moi, je n'en saurais jamais plus. Je pense qu'on ne saura jamais. Est-ce que c'est par orgueil, par jalousie, par misogynie? Probablement un mélange de tout. Reste que c'est d'un minable qui est... En tout cas, ça reste une énigme. Ah oui, et puis ça, c'est pas... Ok. Alors, avec Marguerite, on est dans un tout autre registre, même si il affirme aussi son caractère. C'est une autre relation. Ah bah oui, parce que de toute façon, Marguerite, mais Marguerite, d'abord, c'est un choix. Je pense que sa femme... je ne sais pas quelle nature, je ne comprends pas. Il a raconté, on retrouve dans le journal des Goncourt, des trucs genre « j'ai expédié ma femme aux États-Unis, bon débarras ». Enfin, je comprends même pas comment il peut écrire des choses si charmantes à Marguerite, comme vous avez lu tout à l'heure, ma déesse fricassée dans les Vosges, la neige des Vosges, qui disent « je me suis débarrassé, j'ai expédié ma femme en Amérique ». Enfin bon, il y a un truc qui va pas. Et probablement qu'elle était, elle était quand même extrêmement attentionnée pour lui. Et
Et je pense qu'à ce moment-là, il est plus âgé, donc plus fragile. Au moment où il répudie sa femme et où il l'expédie, comme il dit, il est encore en pleine surpuissance de virilité masculine, donc il en profite. Après, il est plus fragile. Et Marguerite, il l'engueule, mais elle lui fait des confitures, enfin, elle lui envoie des confitures. Il dit que c'est une activité imbécile de faire des confitures, mais il les mange. Vous voyez ce que je veux dire? Il a sans Il arrêt. les adore en plus. Il voudrait qu'elle soit. Enfin, vous voyez, elle est comme elle est. Il lui envoie des fleurs. Il hurle en disant qu'on n'envoie pas des fleurs à un homme. Elle est maladroite. Mais elle essaie d'être attentionnée. Elle lui envoie des coupures de journaux. On parle de lui. Il lui dit je veux pas de revue de presse. Elle lui envoie des cartes postales. Ça n'intéresse pas parce qu'il voudrait avoir des lettres d'amour déchaînées. À la fin, il lui dit je ne veux pas de garde malade ni d'infirmière. Mais oui, mais attendez, c'est vrai qu'elle a quand même 43, 44 ans, il en a 84, il a failli mourir il est mort en 29, il a failli mourir l'année 27. Il est rescapé de plein de choses, hein. Il s'est pris une balle d'un anarchiste après la guerre. Il est resté 10 jours chez lui avec une balle dans les poumons qu'on n'a pas pu extraire. Il a du diabète. Quand même... il y a des moments où toute la famille et toute la famille se rassemble et on croit alors qu'elle lui demande des nouvelles de sa santé, voilà, c'est normal, qu'il s'énerve en disant qu'il veut pas d'une infirmière, c'est normal aussi, mais on comprend. En plus, elle sait qu'il y aura plus rien après. Enfin, peut-être que là aussi, je suis en train de fantasmer ou d'inventer. Mais elle sait très bien qu'il n'y aura pas un après Clémenceau. Il ne va pas lui arriver une autre histoire ou un autre amour. Donc elle est non pas cramponnée à lui, mais elle est imprégnée par cela et elle veut l'aider. Donc effectivement c'est difficile elle oscille sans arrêt entre probablement quelque chose de garde malade, mais elle lui envoie des pamplemousses aussi, et là il dit pas, il gueule pas, parce qu'il aime les pamplemousses. Manifestement, on trouve pas de pamplemousses en Vendée. Et à ce moment-là, il est quand même content. Donc il est content des confitures de pamplemousses, et le reste du temps, il râle en disant, j'ai pas besoin d'une infirmière. Mais il a quand même besoin de quelqu'un qui veille sur lui. Voilà. Okay. Donc il est paradoxal une fois de plus. Alors, on rentre aussi dans son intimité amicale. Et ça, je pense, c'est un élément qui est aussi intéressant dans ce récit, c'est l'amitié avec le peintre Monet. Claude Monet. Oui. Il lui a écrit beaucoup. Il a dû lui écrire quelques 150 lettres. Monet répond pas beaucoup. Je pense que Monet est occupé à faire autre chose, à peindre. C'est un caractère, à mon avis, au moins aussi odieux, voire pire que Clémenceau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'intranquille à un point. C'est-à-dire qu'il trouve que tout ce qu'il peint, c'est nul. Il déchire tout, il pique de crise, il envoie ses trucs. J'avais découvert totalement ça. Je ne savais pas du tout la violence de Monet, qui était à la limite du caractériel. Ce qui ne devait pas être, ce que l'alcool n'arrangeait pas, en plus, à mon avis. Vous voyez ce que je veux dire quand on pique des crises comme ça. Et Clémenceau a un complexe. C'est-à-dire qu'il a rencontré Monet quand ils étaient jeunes, ensemble, au quartier latin, quand ils avaient 25 ans. Il était déjà en extase devant Monet parce que lui-même aurait voulu être peintre. Et c'est le seul qui lui dame le pion. Enfin, c'est le seul qui lui en impose. Il lui passe tout. Il lui passe tout. Et l'autre, puis il lui écrit des lettres. Mais puis il lui dit je t'aime et tout. Il est fou de Monet. Il est fou de lui. Et cette relation est incroyable. Alors, ils ont des trucs, ils s'échangent des graines pour mettre dans les jardins. Monet lui envoie des trucs, il s'envoie des roses de je sais pas où, enfin, des trucs à la con, enfin, très compliqués, pas des géraniums normaux. Ils vont chercher une espèce rare de je sais pas quoi, de bégonia contre. Bref, ils s'envoient des trucs. Ils se voient régulièrement le dimanche. Alors là, tout le monde peut crever autour. En fait, c'est un couple. Dont Marguerite. Marguerite, elle regarde. Voilà. Il y a Monet, quand ils sont tous les deux, le monde entier. Et la scène que j'ai trouvée la plus touchante, c'est d'abord, il le soigne à la fin, il le rudoie. Et c'est à l'enterrement de Monet, l'accablement absolu dans les gens qui ont raconté. C'est Clémenceau qui est pourtant pas... il en a vu d'autres. Hein. Je veux dire, quand on est en 17, les morts, il en a vu des morts des proches. Et il pleure et il peut pas parler. Il peut pas dire un truc parce que c'est Monet. Et voilà. Donc,
Et je pense même que chez Clémenceau, l'amitié était quelque chose qui était mis un tout petit peu au-dessus de l'amour, et que c'était le grand amour de sa vie, Monet. Enfin, une espèce de grande passion. Bien, on a déjà bien avancé hein, dans l'ouvrage. Avant de passer la parole à la salle, parce qu'il y aura un petit échange, on va peut-être évoquer son dernier livre, la fin de sa vie aussi, mais le besoin de faire le point, puisqu'il a été attaqué par un autre ouvrage qui met en avant Foch, notamment. Hein. Je vais faire court, hein, vraiment. Ouais. Mais comme le sujet m'excite, j'ai tendance à faire long. Il refuse d'écrire ses mémoires, parce qu'il considère que si on racontait vraiment la vérité sur la guerre, sur tout ce qui s'est passé, il y aurait des choses positives, mais aussi négatives, et qu'il ne veut pas raconter. Il veut pas raconter l'arrière-cuisine, ou ce qu'il peut y avoir derrière la politique, ou derrière la guerre. Et Foch meurt. Alors, ils avaient eu des rapports complexes, hein. Il l'avait fait nommer chef de toute l'armée alliée, ce qui était quelque chose de formidable pour la guerre, puisqu'il y avait un commandement unique anglais, américain, français, donc ça rendait les choses plus efficaces. Il l'avait défendu au chemin des dames, c'est-à-dire qu'il avait dit que si on attaquait Foch, et si Foch démissionnait, lui-même partirait, alors que Foch avait été manifestement jugé défaillant. Et après, il avait trouvé qu'après la guerre, Foch racontait partout que c'était lui le plus grand, que, en gros, Foch était un militaire qui considérait que les civils et les politiques, c'était un peu des nazes. Enfin, c'est toujours cette espèce d'éternelle rivalité entre les militaires et les politiques. Et bon, donc Clémenceau n'écrit rien, on lui demande ses mémoires, il fait rien. Et Foch meurt, et un mois après, Foch écrit ses mémoires, mais gentil, normal. Et un mois après, ou 3 mois, je me souviens plus, sort un livre d'entretien avec un journaliste, entretien entre Foch et le journaliste, où là, Foch tape sur Clémenceau, incompétent, un peu gâteux, à côté de la plaque, ça. Et l'autre se prend ça, on n'ose pas lui dire, il y a les gens autour de lui qui disent, vous savez, il y a un livre, et à un moment donné, bon, il demande à le lire, et là, il dit, attendez, je peux pas, là, je vais répondre, c'est déloyal, je ne vais pas polémiquer sur un cercueil, mais il me traîne dans la boue. Je veux pas que pour la postérité, je sois. Et c'est ça qui va, dit son entourage, le tuer. Il dit sans arrêt, ce livre, je ne réussirai peut-être pas à le finir avant de mourir. Il est crevé. Il se mélange un peu les pinceaux parce qu'il a tout brûlé après la guerre, ses archives. Il demande à Fernand Baldensperger, qui parle couramment anglais, de lui traduire des documents des Alliés pour pouvoir l'aider. Et il rédige un ouvrage à défense, il se défend, en s'adressant à Foch dans une introduction qui est formidable, où il dit « Foch, mon bon Foch, vous avez attendu ce moment-là pour me mettre un pétard et essayer de m'écorcher. » C'est magnifique, je ne l'ai pas appris par cœur, mais l'adresse à Foch est absolument sublime. Et il démonte tout, mais il démonte tout de façon... Alors là aussi, je ne suis pas objectif, mais point par point, en disant ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, je vous ai défendu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et à la fin, il dit de toute façon, les historiens jugeront, c'est-à-dire que la guerre, la victoire, c'est moi, j'ai eu tort, j'ai pas eu tort. Ils n'étaient pas d'accord sur la façon, au moment du traité de Versailles, sur la façon de conclure. Et il dit, je m'en remets aux historiens. Et il réussit à finir ce livre qui fait 370 pages, avec l'aide de tous ses proches. Marguerite viendra lui dire de se calmer, d'arrêter de travailler la nuit tout le temps. Il dira, de toute façon, c'est ça. D'une certaine manière, il dit que ce livre l'a réveillé. C'est-à-dire que... Mais une fois qu'il l'a terminé, il va mourir et le livre sera publié 1 mois ou 3 mois après sa mort et il sera traduit dans une quinzaine de pays et il aura non pas sa revanche au sens petit du terme, mais il aura raconté les choses pour la C'est grandeur et servitude de la victoire. D'une victoire. Grandeur et misère d'une victoire. C'est grandeur et servitude, c'est Alfred de misère. Ok. Bien, la parole est à la salle. David Valence. Il y a un micro qui peut circuler. Je prends la parole tout de suite parce que je sais que c'est toujours la première intervention la plus difficile. 3 choses, mais c'est presque plus des remarques. La première, c'est que on parlait un peu sur le ton de la facétie presque des affrontements avec Ferry. En fait, Clémenceau, il s'est construit aussi dans l'affrontement avec des personnalités. Il était toujours fâché avec des tas de gens. Et dans
dans le problème avec Ferry, d'ailleurs, le fond du sujet, c'est qu'ils ne font pas le même pari sur la manière d'amener la République dans le pays, que Ferry est un homme qui pense qu'il faut tenir compte d'un fond conservateur du pays et qu'il ne faut pas trop le brusquer, et que Clémenceau, dans les années 1880, est un radical, quoi. C'est-à-dire que lui, il pense qu'il faut aller très très vite et qu'il faut bousculer les consciences. Et ensuite, il aura, dans les autres personnalités, parce que Ferry n'est finalement qu'une des personnes auxquelles il s'est coltiné, puisqu'il a eu un itinéraire politique très très long. Il y a ensuite Poincaré, l'avocat d'affaires, riche, froid, lorrain, et puis Briand, évidemment, l'homme de la conciliation, de la bienveillance à l'égard des offres de paix allemandes. Donc il s'est construit dans l'affrontement aussi vis-à-vis des autres. On ne peut pas dire que Ferry ait affronté Clémenceau. On ne peut pas dire que Poincaré ait attaqué Clémenceau. On ne peut pas dire que Briand ait attaqué Clémenceau. En revanche, on peut dire que Clémenceau les a attaqués. Ça, c'est absolument indiscutable. Et toujours avec, effectivement, beaucoup de violence, de méchanceté aussi. Vraiment mais à l'époque, la vie publique était comme ça. Elle était violente, elle était brutale. Ensuite, c'est un écorché, on n'en a pas parlé, mais c'est un homme qui a failli tout perdre dans un grand scandale, le scandale de Panama, et où sa probité personnelle a été mise en cause, où il a été vraiment jeté en pâture à l'opinion publique, et c'est quand même une césure dans sa vie. C'est qu'après, il change, il est un peu différent. Et puis, dernière chose sur la postérité, alors c'est un sujet compliqué, vous l'avez un petit peu abordé en pointillé en disant maintenant il est glorifié, etc. Il a une postérité compliquée parce que, alors il y avait des héritiers. C'est un homme c'était un patron de journal, donc il avait des journalistes autour de lui, et dans ces journalistes, certains ont tenu des demi-promesses, comme Tardieu, et puis il y en a qui auraient pu être des grandes promesses, comme Georges Mandel, qui était le collaborateur vraiment de Clémenceau, et qui a été fusillé pendant la guerre. Et on parle souvent de Jean Zay, mais Georges Mandel, c'est aussi une très belle figure de l'histoire de la République, et c'était le bras droit de Clémenceau, et c'est pour ça que les Anglais comptaient autant sur lui en 1940. Donc il y a des héritiers, des collaborateurs qui disparaissent assez vite ou qui ne tiennent pas complètement leurs promesses. Ensuite, la postérité, elle est compliquée parce que Clémenceau, c'est un radical. Moi, je suis radical, alors je le dis, il a été président du parti politique dont je suis membre, j'en suis fier. Mais c'est un radical avec la particularité des radicaux, c'est-à-dire qu'il est dans le jeu politique d'aujourd'hui difficile à lire. C'est un homme qui est très favorable à une protection des droits sociaux, certes, mais extrêmement hostile aux interventions de l'État dans l'économie. Très attaché à la petite propriété libérale sur le plan économique, très libérale. Et donc, pas facile à intégrer, et en même temps anticlérical, voilà, c'était vraiment un des combats de sa vie, et donc pas facile à accrocher aujourd'hui pour la gauche, parce que c'était un homme de gauche au sens de la fin du 19e. Mais il l'est déjà plus vraiment dans les années 20, c'est plus la gauche des années 20 déjà. Et ce combat de la laïcité, c'est un combat qui est aujourd'hui qu'on ne mènerait pas avec cette violence, qu'on a du mal à reprendre. Peut-être que c'est une erreur. La vraie, dernier point sur la postérité, il y a un homme qui a rendu justice à Clémenceau, c'est De Gaulle, indiscutablement. De Gaulle avait l'admiration très parcimonieuse vis-à-vis des grands personnages du passé. Il n'aimait pas Napoléon, il méprisait énormément de gens dans le passé français. Il faisait une exception pour Clémenceau. Et quand je dis qu'il lui a rendu justice, c'est parce que finalement, qu'a fait De Gaulle en parlant de la Première Guerre mondiale? Il a expliqué que si la France avait gagné, c'est parce que c'était les civils qui l'avaient gouverné. Et donc il a expliqué finalement, lui le militaire, que ça n'était pas Foch, que ça n'était pas Pétain, que ça n'était pas Franchet d'Espéret qui avait gagné la Première Guerre mondiale, c'était Clémenceau. Indirectement, c'est ce qu'il a vraiment expliqué, et que les Allemands ont perdu parce qu'ils avaient laissé les militaires gouverner le pays. Donc là, et De Gaulle, à plusieurs reprises, a honoré Clémenceau, vous le savez, il était... Le 11 novembre 1941, voilà. 11 novembre 1941, le discours, j'en mets un morceau, Oui. Et ceux qui s'intéressent, regardez l'intégralité, l'intervention à Radio Londres, l'adresse directe à Clémenceau, 11 novembre 1941, c'est une merveille absolue, le texte de De Gaulle. Et De Gaulle disant, essayant d'ailleurs après la guerre, rendant de nouveaux hommages après la Seconde Guerre mondiale, essayant de récupérer Michel Clémenceau, et puis ensuite disant, je crois que c'est dans
et mémoire de Claude Guy, disant ensuite, bon, finalement, c'est pas une lumière, le génie ne s'hérite pas. Hein. Voilà, donc on en reste là, mais peut-être que la postérité, elle est plus à chercher de ce côté-là. Chez Marguerite, elle existe, du côté Marguerite, du côté Clémenceau, moins. Merci, on reconnaît l'historien que vous êtes. Qui veut poser une question ? Pourquoi il a accepté que ce soit des civils, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, qui ont signé le traité de Versailles et pas exigé que ce soit les militaires? Et la deuxième question, est-ce qu'il était conscient qu'il avait gagné la guerre mais qu'il avait perdu la paix? Parce que le traité de Versailles, c'est l'humiliation et il en fait partie. Voilà. Alors, je ne suis pas certaine d'avoir toutes les compétences historiques pour vous dire ça. Que ce soit des civils, ça a toujours été sa théorie. Je ne vois pas en quoi ce serait aux militaires. Les militaires sont là pour obéir ou pour exécuter ce que les civils décident. Il a toujours considéré que le politique devait avoir été plus important, que c'était le travail des politiques et aux militaires d'obéir. Ça, il a toujours été très clair. Il l'a dit très clairement à Foch. Et ils ont eu plusieurs échanges que j'ai retrouvés, qui sont d'ailleurs pas du tout des échanges secrets, où Foch revendiquait un certain nombre de choses et Clémenceau éclatait de rire en disant bah ouais, bah c'est comme ça, c'est nous qui décidons. Ça, c'est le premier tour. Alors deuxièmement, je me suis posé le problème que vous êtes posé sur le traité de Versailles, parce que j'avais des souvenirs d'histoire de quand j'étais à l'école, où on me disait qu'en gros, Clémenceau avait tellement humilié les Allemands que c'est à cause de ça qu'on avait eu la guerre de 40. Je pense que ça, c'est la théorie qui est en vigueur dans un certain nombre, parce que quand on regarde dans les détails, il a refusé l'occupation de la Rhénanie en disant au nom de quoi je justifierais ça, ça serait une nouvelle Alsace-Lorraine, c'est-à-dire qu'on ferait aux Allemands ce qu'ils nous ont fait et ça déboucherait au nom de l'autodétermination, comment peut-on faire? Et je pense simplement qu'il a été coincé en tenaille entre les Alliés, qui étaient des gens qu'il aimait, les Américains, et il dit notamment plusieurs fois, les Américains qui exigent les dettes de guerre, que nous, on ne peut pas payer, alors que les Allemands, eux, ne nous remboursent pas les dettes de guerre. Donc l'idée d'un Clémenceau saignant les Allemands me semble être quelque chose qu'il faut vraiment relativiser en regardant les choses de près, parce qu'il n'était pas maximaliste. Le jour où il y a eu une demande de cessez-le-feu, il arrête, alors que certains voulaient aller jusqu'en Allemagne pour signer. Et lui dit à ce moment-là, je ne veux pas qu'il y ait un mort de plus. Les Anglais veulent, eux, que le commerce, enfin que les relations internationales, les relations économiques reprennent très vite. Donc il y a notamment Keynes qui est au traité de Versailles et qui est exaspéré par Clémenceau en disant, en gros, les Allemands, on s'en fout, on va arranger les choses pour que vite nos relations commerciales reprennent. Je crois qu'il a été écartelé entre plusieurs camps, mais que dire, ce qu'on l'a dit parfois, c'est le père la victoire, mais il a perdu la paix. Ça doit être un peu relativisé, mais une fois de plus, j'en ai discuté avec Vinocq, j'en ai discuté avec Sylvie Brodziak, j'en ai discuté avec les gens qui connaissent vraiment. Je crois que l'image qu'on véhicule tous d'une espèce de vieillard agité qui saigne l'Allemagne et que c'est à cause de lui qu'on a Hitler, je crois que c'est loin d'être ce qui s'est véritablement passé. Mais honnêtement, je ne suis pas historienne et je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Peut-être que David, c'est mieux que moi, parce que moi je ne suis pas historienne de formation. Quand on regarde ce qui s'est passé vraiment au traité de Versailles, l'obsession de Clémenceau, ce n'est pas du tout l'humiliation de l'Allemagne. C'est de dépecer l'Autriche-Hongrie. Ça, c'est indiscutable. Il veut faire éclater cet empire central. Comme tous les Français de sa génération, il est très hostile à ce qu'il considère comme un empire autoritaire au cœur de l'Europe. Donc il veut vraiment casser cet État et c'est sa principale constance dans les négociations. Deuxième sujet, vous parliez des alliés à juste titre. Il a Wilson, qui lui veut, alors pour le coup, faire l'Europe des nationalités, c'est-à-dire des petits États qui correspondent globalement aux frontières des nationalités telles qu'elles sont imaginées depuis les États-Unis, et qui du coup va chercher s'oppose aux grands ensembles qui existaient auparavant, et donc s'oppose en partie à l'Allemagne. Et troisième élément, l'homme qui... Alors, certains hommes politiques français devaient aussi tenir compte. C'est facile aujourd'hui de venir expliquer que la paix a été, on peut le faire, mais a été manquée. Mais il faut imaginer ce que c'est un pays comme la France où il y a eu plus d'1 million de morts.
après la Première Guerre mondiale, il y avait un ressentiment vis-à-vis des Allemands qui était extrêmement fort. Il faut se représenter cela. Et donc, l'homme qui pousse le plus pour vraiment le côté intraitable vis-à-vis de l'Allemagne, c'est Poincaré. Là, c'est indiscutable. Qui est toujours président de la République au moment des négociations, qui n'y participe pas complètement, mais qui est quand même un président de la République un peu plus que les présidents de la République de la Troisième traditionnelle, et qui a, vis-à-vis de l'opinion publique, aussi une assez grande influence, contrairement à ce qu'on dit souvent. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas dire de Clémenceau que c'est lui qui a insisté pour que le sort qui soit fait à l'Allemagne soit celui-là. C'est pas tout à fait exact historiquement. C'est plus compliqué, c'est un état de l'opinion française, une espèce de pression relativement forte de certains responsables politiques. Et lui, son grand truc, je dis encore une fois, c'était quelque chose qui nous paraît lointain, hein, mais c'était faire éclater l'Empire d'Autriche, comme on disait à l'époque. Et ça, c'était vraiment une de ses idées fortes. C'est l'inverse qu'il fallait faire, il fallait démembrer l'Allemagne et garder l'Autriche. Mais c'est facile depuis mon fauteuil, je suis d'accord. Ok, on va pas refaire le monde, mais... Une autre question ? N'hésitez pas. Hein. Oui, j'ose m'exprimer parce que c'est vous qui m'aviez, comment dirais-je, approché pour faire une petite enquête sur place. Vous vous rappelez un soir où vous m'avez tenu haletant jusqu'à très, très tard dans la nuit. Et tout ça pour dire que J'ai détruit la vie de combien de personnes avec ça? J'ai approché en fait quelque chose qui m'a surpris concernant le drame. Justement, alors Benoît Larger, hein, mon nom. Oui, mais je sais qui vous êtes. Certes, j'empoisonne les gens le soir, parce que comme je travaille non, le mais jour... C'était passionnant. Voilà. Donc. Alors, continuons. Non, ce qui m'a frappé, c'était l'acte de mariage, en fait, de Marguerite avec donc Fernand. Et alors, ça s'est fait sans la présence de la mère de Fernand. Elle était à ce moment-là dans un asile d'aliénés, très chic, à Zurich. Et c'est là qu'elle est décédée en 1916. Et à ce moment-là, alors il y a tout un contexte que n'a pas été abordé dans le, comment dirais-je, pour l'instant dans ce drame, c'est qu'il y avait, je dirais pas une tare familiale, mais il y avait eu un drame concernant donc la mère de Fernand. Donc une espèce de fragilité et qui est certainement retombée sur sa fille. Vous voyez ? Alors ça, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psy, mais vous voyez, c'est un point qui m'a interpellé. Et puis l'autre point, mais qui n'a rien à voir, c'est surtout sur le patrimoine ici. Je me disais, mais cette maison, cette fameuse maison des Alouettes, elle a un observatoire. Mm-hmm. Et là, vous m'avez impressionné, parce qu'en fait, la carte postale que vous avez choisie, enfin, c'est celle justement de mon arrière-grand-père, donc Célestin Cuny, et qui montre que cet observatoire, en fait, était déjà du temps de Mirbeck, c'est-à-dire la famille Mirbeck qui était avant Baldensberger. Voilà, c'est tout. Cet observatoire, je me demandais pourquoi on n'en parlait jamais dans la correspondance, etc. C'est tout simplement, ça venait du propriétaire précédent. Voilà, c'est une petite parenthèse qui n'a aucune importance, mais enfin, voilà. Voilà. Merci. Bien. Allez, encore une ? Non ? On est dans les temps, il est 11h44. À 11h45, je devais passer la parole à David Valence et à la famille, parce qu'il va se passer quelque chose, vous pouvez l'expliquer ? Je peux aller m'asseoir, moi. Non, restez là, Nathalie. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé, mais alors que j'avais promis au début que je ne parlerai pas. Comme il n'y a pas d'élection, vous vous en souviendrez pas, que je n'ai pas tenu mes promesses. La famille Baldensperger, qui a été bien sûr contactée pour organiser cette rencontre, et notamment pour évoquer un acte symbolique que malheureusement je ne pourrai pas poser moi-même, mais qui sera posé par la municipalité de Saint-Dié cet après-midi, c'est-à-dire le baptême d'une rue de Saint-Dié-des-Vosges, du prénom de Marie-Marguerite Baldensperger, a souhaité remettre à la ville de Saint-Dié-des-Vosges
un certain nombre de documents et d'archives qui étaient en sa propriété, sous forme de dons, ce que je l'en remercie, sachant qu'on a déjà ici évidemment le fonds Fernand Baldensperger, qui est très important, qui est conservé par la médiathèque. Et il y a toujours quelque chose au-delà de la valeur historique de ces documents, je crois qu'il y a notamment une correspondance de Clémenceau, au-delà de la valeur historique des documents, il y a toujours quelque chose pour les familles et pour une municipalité de très émouvant à recueillir un don de ce type, parce que on se sent encore plus naturellement et plus évidemment légataire de quelque chose, hein, de cette mémoire. Et donc, on sent aussi qu'on incarne, la ville incarne, une forme de pérennisation de la mémoire. Et donc, moi, je voulais dire à la famille à quel point, je m'exprime au nom de la ville, avec tous les collègues qui sont présents, à quel point on était très touchés de cette démarche de remise de certains objets, de certaines correspondances, qui documentent en partie la relation entre Clémenceau et Marie-Marguerite Baldensperger, très touché, et qu'on en prendrait évidemment grand soin. On a évidemment ici, au musée, à la médiathèque Victor Hugo, des équipes qui sont très rompues à la conservation des documents patrimoniaux. Et donc, merci vraiment du fond du cœur de ce don à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui n'oublie pas la famille Baldensperger et qui vous est reconnaissant aujourd'hui de reconnaître aussi symboliquement tout le travail de conservation et de valorisation des fonds déjà recueillis, qui a été fait par des générations de bibliothécaires et de conservateurs de musées. Merci beaucoup. Non, mais si, pour un historien, recevoir un carton d'archives, quasiment, c'est formidable. C'est ça finalement de ma mère. Et grâce à Nathalie, vous... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a notamment beaucoup de notes sur des musiciens, je voyais des... Voilà. Parfait. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et une lettre de Claude Monet. Voilà, je précise. Superbe. Il y a quasiment un inventaire qui est donné en même temps, donc merci beaucoup. Ça nous facilitera le travail. Merci infiniment. Mais en tout cas, merci à vous pour votre grande attention. Et maintenant, je vais laisser Nathalie Saint-Cric aller dédicacer son ouvrage. Vous y êtes les bienvenus. Donc ça se passe en bas, non, au-dessus. Il faut remonter à l'accueil. Sachant que le programme se poursuit cet après-midi, alors il y a une émission de télévision qui est réalisée par Vianney Huguenot avec Nathalie Saint-Cric et qui passera, je vous l'indique, sur les chaînes Via Mirabel et Vosges TV le 19 juin. Hein, ah, c'est le 12 juin, donc ça a changé. Ok, donc c'est bientôt. Retenez la date. Et puis, cet après-midi, à 16h15, l'inauguration de la rue Marie-Marguerite Baldensperger. Et voilà, nous en sommes là. Une bonne dédicace et bon week-end à vous. Merci beaucoup. Au revoir.